Bonjour à tous, bienvenue sur cette 6e vidéo de comment ouvrir son café-jeu. Donc c'est-à-dire que 5 vidéos que vous avez beaucoup aimées et auxquelles vous avez beaucoup participé en posant pas mal de questions et de commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne. Bien évidemment, d'ailleurs, continuez à commenter, on va y répondre au maximum comme on peut bien évidemment. Donc pour cette 6e vidéo, c'est un peu particulier parce que ça va répondre en partie à des questions et en même temps une petite ouverture sur les différents services, plutôt les différentes animations que l'on peut faire dans le café-jeu. Vous avez fait votre prospection, vous avez commencé à faire votre plan financier, vous avez choisi votre statut juridique, vous avez regardé, vous avez commencé à prospecter et vous posez plusieurs questions. Déjà, une des questions que vous posez souvent, c'est les statistiques. Alors, ça va être très simple. On va vite répondre à cette question, il n'y a pas de statistiques. En fait, c'est un gros problème, c'est que les statistiques que vous avez trouvées sur le monde du jeu, ou des bars, qu'importe, vont être très tronquées, parce qu'en fait, ça va correspondre à une activité auquel vous n'êtes pas dedans. Je vais essayer d'expliquer très simplement. Par exemple, si on fait du jeu de société, c'est-à-dire que vous voulez faire une boutique de jeux de société, pardon, vous allez avoir des statistiques sur le monde du jeu et du jouet. Donc déjà, vous allez avoir le jeu et le jouet confondus. Mais en plus, ils prennent en statistique les gros groupes. Ils ne prennent pas en compte en fait tous les petits magasins indépendants qui pourtant représentent presque la moitié du chiffre d'affaires du monde du jeu spécialisé. C'est ça qui est assez marrant, c'est-à-dire qu'en fait on correspond à une grosse partie de ce marché de niche et pourtant on n'est pas pris en compte dans les statistiques. Donc vous allez avoir beaucoup de mal à vous faire des stats sur les chiffres d'affaires, sur la zone de chalandise, etc. Ce qu'on peut déjà dégager très rapidement, c'est simple, c'est que vous êtes un marché de niche. Voilà. Popularisé, en cours de popularisation, on va dire même, mais encore niche. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de personnes qui voient le jeu de société comme quelque chose pour les enfants, qui voient le jeu de société comme quelque chose qui est réservé exclusivement à, effectivement, une grosse partie des geeks, voilà, des geeks, même s'il y a une grosse vague de trentenaires qui ont envie de venir jouer, dans l'esprit des gens, ça reste encore quelque chose de original et étrange. Voilà. On arrive quand même sur une période d'explosion de café-jeu, à l'heure de cette vidéo, donc là on est en juin 2020, ce qui peut changer énormément sur les années à venir. Il y a énormément de choses qui vous aident à vous propulser en ce moment, et il faut faire un petit peu attention d'ailleurs, ça va être le deuxième question auquel je vais répondre. Voilà. Donc là déjà, pour ce qu'on peut dire, c'est que ça va être difficile de trouver des statistiques claires. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous renseigner auprès des associations existantes, voir un petit peu le marché du jeu dans votre ville, regarder la concurrence s'il y en a, et voir si vous pouvez fonctionner en symbiose, et surtout, est-ce qu'il y a de la place. La concurrence, d'ailleurs, ce sera une des questions auxquelles on répondra. Pour la deuxième question, il y a une montée des cafés-jeux et il y a surtout une montée des méthodes de financement. Et alors là, il y a plusieurs choses qui sont en train de se dégager, qui sont un peu des choses clés en main et qui correspondent plus ou moins à des besoins qui vous correspondent plus ou moins. Attention, pourquoi je dis ça? Alors, bien sûr, le but n'est pas de critiquer le fait qu'il y a des personnes qui cherchent à aider et à développer des réseaux, ce qui est très très bien dans un sens, mais attention, 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 là c'est l'expérience qui parle de plusieurs années, déjà de plusieurs commerces, donc il faut prendre cela avec beaucoup de recul, car une situation qui répond à un besoin immédiat n'est pas forcément une solution viable sur le long terme. Ça va être très simple. C'est une course d'endurance. Quand vous faites une entreprise, ce n'est pas une course de vitesse. Même si parfois il faut sprinter pour pouvoir remonter ou pouvoir se dégager ou face à une concurrence peut-être agressive ou je ne sais pas, ce n'est quand même pas une course de vitesse, ça restera toujours une course d'endurance. Donc quand vous pensez à un projet, il faut vous projeter sur la durée. Voilà, ce qui est très difficile parce qu'on a souvent la passion, on a envie d'ouvrir, ce qui est légitime, mais il ne faut pas prendre toutes les perches qui sont tendues sans réfléchir. Je vais donner un exemple sans citer quoi que ce soit. Prenons un exemple assez simple. Vous cherchez à ouvrir votre café-jeu, vous commencez à démarcher des banques, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, ils vous demandent des tas de garanties, des plans de financement, etc. Vous ne savez pas comment faire.
Et là, il y a certains qui vont proposer des solutions où en gros, on vous dit, voilà, vous prenez un lieu de telle taille, avec tant de mètres carrés, tant de jeux de société à proposer, vous rentrez dans un réseau, on vous aide à trouver des financements, on construit quelque chose tous ensemble, etc. Et en contrepartie, je prends un pourcentage du chiffre d'affaires. Alors, il faut imaginer tout de suite sur le long terme, est-ce que c'est viable ou non? En fait, ça va dépendre un peu de la taille de votre ville, ça va dépendre de la situation, ça va dépendre de plein de choses, et surtout de la zone de chalandise et votre portée. Parce que c'est très simple. Sans faire des statistiques, par exemple, si vous prenez une population, sur le fameux camembert, vous dites que voilà, vous avez touché une petite part de cette population-là, et vous êtes toujours en dessous de cette part que vous avez touchée. Parce que vous êtes un marché de niche, et qu'il y a toujours quelque chose qui fera mieux que vous. Alors, ça fait un peu pessimiste comme ça, mais je vais vous donner un exemple très simple. On est dans un café-jeu. Vous allez faire un bar, par exemple, imaginons, on va prendre que vous faites un bar à alcool, etc., et que vous avez des jeux de société mis à disposition. Vous ferez toujours moins qu'un bar qui n'a pas de jeux de société, et encore, quand je dis pas de jeux de société, c'est un peu faux, parce que des bars avec des jeux, dans l'esprit des personnes, ça existe déjà. Un jeu d'échecs, des dames, un baby-foot, qu'importe. Dans l'esprit des gens, des jeux, ça existe déjà en bar. Mais nous, ce qu'on appelle jeux de société, donc avec une grosse présence de jeux, avec des animations, tout ce qui va avec, vous coûtera plus cher, aura moins de rentabilité, parce que vous allez forcément avoir moins de personnes. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, c'est toujours plus difficile pour vous de drainer du monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on compense par une taille importante de places assises, mais pareil, cela va engendrer des frais supplémentaires. Bon, déjà, très simplement, un local plus grand est un local qui coûte forcément plus cher. Bon, ça, c'est le premier point qui semble évident. Deuxième point important, c'est que forcément, vous allez tout seul. Si vous n'êtes pas tout seul, c'est-à-dire que vous embauchez quelqu'un, donc forcément des frais supplémentaires. Si vous êtes à plusieurs, ce qui est faisable aussi, ça ne change pas le problème en fait, parce qu'il faudra quand même rémunérer tout le monde, c'est le but d'une entreprise, hein. Même si on reste à but non lucratif, que vous avez pris une association, etc., il faut quand même qu'il y ait une contrepartie au moins minimum financière pour vous. Donc, c'est pas toujours évident de prendre un pourcentage sur quelque chose qui a déjà une rentabilité pas évidente. Alors attention, c'est reste de la restauration, etc., avec des bonnes marges, donc c'est quand même assez viable dans son ensemble quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut réfléchir à quel est le montant qu'on va vous prendre en pourcentage, et réfléchir au long terme en disant, est-ce que ça va pas être pénalisant? Parce que un chiffre d'affaires se calcule de manière très simple. Vous allez prendre votre chiffre d'affaires, vous allez déduire toutes vos charges, le coût pour produire ce chiffre d'affaires, hein, j'ai un truc très simple, hein, vous vendez des boissons, bah, quand vous avez vendu, je sais pas, pour 1000 € de boissons, vous savez que vous avez peut-être, je sais pas, 200 € de coût de ces boissons, donc vous n'avez plus que 800 €. Sur ces 800 €, vous avez payé vos loyers, vos charges, vos employés, enfin tout ce qu'il y a à faire, l'électricité, etc. Et dans ce qui reste, on vous a quand même taxé dessus. En plus, attention, taxé sur quoi? Sur ce qui vous reste en bénéfice ou sur la totalité des 1000 € que vous avez fait? Si on vous prend sur la totalité des 1000 €, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est contraignant, parce que vous avez 1000 €, vous dites, tiens, boum, 2% qui part. Si ça avait été sur le bénéfice, c'est encore différent. Parce que là, sur le bénéfice, vous dites, voilà, moi, j'ai tout ça comme charge, voilà ce qu'il me reste réellement, et à ce moment-là, je suis taxé dessus. Bon, concrètement, je pense que c'est très très rare que ça se passe comme ça. On dit que ça sera plutôt basé sur le chiffre d'affaires, c'est quand même plutôt aberrant, parce qu'en fait, ce petit pourcentage, généralement, c'est le pourcentage pour tenir. Et là, je vais donner un exemple très concret qui va parler malheureusement à tout le monde, la pandémie et le Covid-19. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les entreprises qui ont cumulé la trésorerie, qui ont fait en fait une forme de petit cagnotte, vont tenir ou tiennent beaucoup mieux face à cette crise, parce que déjà ils vont avoir un filet de sécurité, ils vont pouvoir démarcher éventuellement quelques banques, etc., ou d'autres organismes pour dire voilà, on est viable, quel que soit le montant, tant qu'il y a un peu d'argent, voilà, et vous allez tenir face à une pandémie qui est une situation exceptionnelle. Mais cette situation peut être aussi très simple, hein. Ça peut être, je sais pas, vous êtes dans une zone touristique, malheureusement, problème de tourisme. Pareil, là on revient un peu au Covid-19, qui a fait quand même
très mal au tourisme. Vous arrivez, imaginons, tout réouvre comme d'habitude, vous n'avez pas de touristes, vous perdez quand même énormément de clients. Si vous n'avez pas les reins solides, vous avez l'impression que votre activité va être à l'arrêt et qu'elle ne va pas tenir longtemps. Donc, attention à ce genre de situation de contrepartie, un peu de réseautage. Voilà. Alors bien sûr, il y a du confort, il y a des facilités, donc c'est pareil, faut peser le pour et le contre, mais dans le pour et le contre, il ne faut pas juste prendre en compte, c'est qu'à de lire, juste la facilité. Il faut prendre quand même en paramètre tout le fonctionnement, donc il faut se projeter sur plusieurs années. Parce que, au bout de plusieurs années, si ce pourcentage ne s'arrête pas, donc un peu une sorte de franchise, c'est qu'il y a un poids que vous allez porter chaque année. Ça fonctionne très bien sur des chaînes qui ont tendance à progresser. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le taux de progression. En fait, le problème qu'il y a avec les cafés-jeux sur le long terme, c'est que votre taux de progression est malheureusement un peu limité. Je dis ça comme ça, c'est parce que vous n'allez pas pouvoir augmenter le nombre de personnes de manière indéfinie. L'avantage du café-jeu, c'est que ça se remplit assez vite. Si vous faites bien votre travail, bien évidemment, vous vous remplissez assez vite. Mais le problème, c'est que vous le remplissez, et quand on est rempli, on ne peut pas faire plus. Vous allez chercher des solutions, alors peut-être agrandir, mettre une terrasse, ouvrir vos créneaux, mais il reste quand même une limite physique. Là où un bar va faire 100, 200, 300 personnes, peut-être sur une journée à plein régime, etc., c'est quelque chose que vous allez avoir plus de mal à faire avec votre café-jeu. Alors bien évidemment, vous allez trouver des solutions, vous allez chercher à peut-être augmenter un peu le prix de vos boissons, vous allez chercher des tas de solutions financières pour compenser, ça c'est normal, et bien sûr vous allez vous développer quand même, parce que on n'atteint pas tout de suite son maximum, mais pour notre cas, par exemple, on a atteint à un moment donné notre maximum avant de déménager, et en fait on s'est aperçu qu'en déménageant, on a effectivement augmenté notre place assise, on est passé par exemple de 30 à potentiellement 50, 60 places au maximum, mais, même si on arrive à faire ça, déjà on ne remplit pas tous les jours, hein, c'est pas possible, hein, il y a des gens quand même qui travaillent, vous pouvez, tous les jours de la semaine ne se remplissent pas pareil, donc vous n'arriverez pas toujours à remplir votre salle quand même, et surtout on s'aperçoit qu'il y a quand même une limite, voilà. Même si vous allez drainer des nouvelles personnes, vous savez qu'une personne fidèle ne va pas venir forcément tous les jours, parce qu'il y a quand même un phénomène où on se lasse au bout d'un moment. C'est-à-dire que, en fait, on va revenir de manière un peu plus étendue. Alors, vous allez bien sûr créer des animations pour essayer de ramener ce monde-là, mais les animations veut dire de l'énergie, veut dire du temps, des coûts. Donc, ça va peut-être vous entraîner dans des coûts de fonctionnement qui vont vous endetter un peu plus, si j'ose dire endetter, hein, c'est un grand mot, hein, vont vous demander de l'investissement plutôt, et du coup, vous compensez peut-être simplement le retour de clients, donc en fait, vous y gagnez un peu moins que simplement s'ils revenaient spontanément. Et le truc, c'est que tous les nouveaux clients qui vont arriver vont simplement permettre ce que j'appelle un petit peu avoir un socle, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez, je sais pas, 200, 400 clients fidèles, il y a des nouveaux qui arrivent, je sais pas, une centaine de personnes, et en fait, ça va juste faire un roulement. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que de manière naturelle, j'ai atteint un certain nombre de personnes dans mon café, j'ai un nombre de personnes qui est grandissante, mais j'ai pas plus de monde dans le café. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement que grâce à mon socle de personnes, j'arrive toujours à avoir le même flux, parce que eux, il va venir, et après il va plus venir, il y en a un autre qui va le remplacer, et plus le temps passe, plus on arrive à avoir une bonne stabilité dessus, avec un gros roulement de clients. Voilà. Alors bien sûr, si vous êtes dans une zone touristique, ça peut changer la donne, parce que vous pouvez avoir des gros pics de fréquentation. Si vous orientez un peu plus restauration, peut-être le midi, et j'ai vu qu'il y avait des endroits où il fait des restaurations le midi, en mode rapide, classique, ça passe très bien. Mais c'est comme partout pareil, c'est-à-dire que c'est un curseur, c'est-à-dire que si vous faites ça, c'est au détriment forcément d'autre chose. C'est-à-dire le jeu de société, fondamentalement, c'est le cœur de l'activité, mais c'est pas le cœur de vos revenus. Et c'est là qu'on arrive un peu, en fait, un petit souci, c'est que vous allez confronter en fait deux idées, et c'est là en fait la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut réussir à gagner de l'argent, avoir du roulement, mais en même temps, on a des jeux de société qui prennent du temps, qui prennent des places assises pendant des heures, même si vous faites renouveler vos consommations, vous allez arriver à une petite limite physique. Parce que si vous ne faites pas correctement du jeu de société, on n'est plus dans une barre de jeu de société. Alors,
quel est l'intérêt, hormis faire ce que j'appelle un bar thématique, c'est-à-dire faire simplement un endroit cool, sympa, où les gens se rencontrent et se retrouvent. Donc ça, c'est presque de la philosophie, voilà. Moi, dans ma philosophie du jeu de société, c'est-à-dire qu'on veut faire découvrir des nouveautés, on veut que les gens s'amusent, mais on est quand même sur cette dynamique claire, précise, qu'est le monde du jeu. C'est-à-dire que le monde du jeu est un monde qui évolue tous les jours. Enfin, toutes les semaines, vous avez une nouveauté. Vous avez constamment des nouvelles choses à explorer. Voilà, c'est un monde qui est hyper vivant. C'est de l'expérimentation. Vous êtes toujours à la pointe. Je veux dire, les supermarchés, choses comme ça, ont de plus en plus de jeux. Plus précisément, tout ce qui est Cultura, Fnac, etc., ont de plus en plus de jeux. Pardon, ont de plus en plus de jeux. Mais vous êtes toujours en avance. Vous êtes toujours en avance sur des choses qu'ils n'ont pas. Voilà. Et du coup, si vous restreignez en fait à faire des jeux à peu près toujours identiques, en fait, vous allez un peu finalement avoir une identité qui, à mon sens, va stagner un petit peu. Voilà. Après, bon voilà, c'est une question de votre volonté. Moi, dans mon esprit, donc là c'est plus personnel, je vois comme quelque chose qui reste dans l'activité du jeu, avec cette phase d'expérimentation, cette phase expérimentale constante des jeux, donc des prises de risques, et voir répondre à plusieurs choses. Et c'est là que ça sera une autre question auquel je vais répondre, les besoins et les animations, et ça, je vais en parler un peu après. Donc déjà, on va enchaîner sur la concurrence. Donc, alors là, je vais faire deux passages, hein, on va dire magasin de jeux de société avec salle et café-jeu, 100% café-jeu. Donc, café-jeu, donc la concurrence, là pour le coup, c'est moins grave. Parce qu'en fait, un café-jeu ou un bar, il y en a plein, et des fois, ils sont même les uns derrière les autres. Donc, au final, c'est pas tant ce qui va changer grand-chose la concurrence. C'est-à-dire que vous avez joué ici, vous avez joué là-bas. Voilà, c'est une question de choix. En fait, vous offrez finalement du choix à différentes personnes. Je pense pas que ça soit une grosse concurrence. Bon, bien évidemment, c'est un concept qui est difficile à se faire connaître. Donc, si vous arrivez dans une ville où il y a tout à construire, c'est plus difficile, ou une ville d'un peu moindre importance, c'est plus difficile d'être deux, parce que du coup, les personnes vont se dire, ils vont être déjà dans la découverte. Alors, s'il faut qu'ils redécouvrent un nouveau lieu, parfois, il y a des freins psychologiques, alors que si on est dans une ville de jeu plutôt foisonnante, qu'on met deux lieux, voilà, ça permet limite d'avoir plus de choix, voire se dire que quand c'est blindé chez l'un, je peux aller chez l'autre. Enfin, et les clients aiment bien, parce que finalement, ils ont plusieurs endroits pour jouer, donc pour la clientèle, c'est intéressant. Après, pour vous, bien sûr, psychologiquement, on aimerait toujours que tout le monde vienne chez nous, et ce qui est normal, parce que on est dans un secteur un peu difficile, quand même s'il y a plein de... Un gros foisonnement, ça reste quand même un secteur plus difficile, parce que il faut constamment attirer du monde, et il faut surtout tout le temps se justifier en disant mais pourquoi, natata, moi je fais du jeu de société, ah c'est quoi le jeu de société, ah bon ça existe encore, voilà. On en est encore là, hein. Même si ça a une énorme progression, on en est quand même encore là, hein. Donc il faut bien vous dire ça. Donc la concurrence, s'il y a quelque chose qui est complémentaire, c'est pas un souci. C'est-à-dire si vous faites un truc que l'autre il fait pas, voilà. Alors quand je dis complémentaire, faut vraiment que ça soit, que ça se démarque réellement, hein. C'est pas juste moi je fais une marque de boisson ou je fais un type de boisson, c'est pas suffisant. Faut vraiment donner une autre ambiance, une autre thème. Faut vraiment que les clients aient du choix. Faut vous imaginer vous allez dans un restaurant, vous cherchez un restaurant, vous avez vos restaurants asiatiques, vous avez le restaurant italien, japonais, coréen, enfin ce que vous voulez, et ben là vous avez du choix, vous dites tiens je vais aller là, puis après je vais aller là, peut-être que vous aimez tous ces restaurants. Ben, il faut imaginer que quand vous faites votre café-jeu, c'est pareil, il faut que les personnes aient l'impression que s'il y a de la concurrence, il y a ça, ou il y a ça, mais c'est pas du tout la même chose, voilà, et qui puisse être aussi intéressant. Donc pas chercher en fait à concurrencer l'autre, mais essayer de chercher plutôt à se démarquer constamment. Donc ça c'est important. Pour maintenant la partie magasin de jeux, là c'est plus délicat, parce que généralement vous fonctionnez en volume, le but c'est de faire un maximum de volume, votre café-jeu va chercher à animer ses jeux pour essayer de les vendre, donc votre objectif reste quand même la vente. Forcément, là, la concurrence, c'est plus compliqué, parce que du coup, il y a quelqu'un d'autre qui va faire pareil que vous. Donc là, on a quand même tendance à un peu se tirer dans les pattes. Alors,
Pas forcément de manière agressive, mais souvent de manière compétitive quand même. Il va y avoir comme une forme de compétition qui va s'installer, et la compétition, forcément, ça va être compliqué à gérer au quotidien. Donc il faut essayer pareil de se démarquer, mais là c'est plus difficile parce que le monde du jeu, selon moi bien évidemment, ça nécessite de couvrir un panel complet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des demi-morceaux. On ne peut pas dire je fais juste telle gamme, telle chose, parce que vous allez avoir une demande normalement avec le temps qui est grandissante. Jeux de rôle, jeux de figurines, jeux de cartes, tout plein de choses auxquelles vous n'avez peut-être pas forcément pensé, et qui sont des petits add-ons, parce qu'en fait le monde du jeu de société, c'est pas quelque chose de monolithique, c'est une addition de petites choses. Un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ci. Parfois c'est un peu moins rentable, des fois c'est plus rentable, et en fait vous allez avoir une constellation de choses qui vont vous permettre de vivre. Voilà. Si vous faites qu'un truc et l'autre qui fait qu'un truc, ça va être compliqué. Donc la concurrence avec un magasin est beaucoup plus délicate. Attention après, ce qu'on appelle concurrence. Par exemple, il peut y avoir des concurrents qui sont des gens qui ont dépanné à un moment donné pour faire un petit rayon. Ça peut être une librairie qui fait ça en appoint. Ça peut être un Cultura qui fait ça. Il y a des concurrents qui se concurrencent. Voilà. Et il y a peut-être la dernière nouveauté qui n'est pas suivie. Il y a peut-être plein de choses qu'on peut faire ou une ambiance que vous pouvez donner, comme par exemple vous êtes peut-être un expert en jeu de rôle, jeu de figurines, etc. Vous apportez une plus-value que l'autre magasin n'a peut-être pas. Voilà. C'est ça en fait qu'il faut essayer de se dire, c'est que si ça apporte une vraie plus-value et que effectivement le marché peut se permettre d'être divisé, pourquoi pas. Alors attention, bien évidemment, c'est pas toujours évident parce que si vous êtes dans un endroit où vous êtes déjà le premier magasin a déjà un peu de mal à vivre. Attention, il faut peut-être se dire que si il a du mal à vivre, c'est peut-être pas parce qu'il est mauvais, c'est peut-être parce que le marché est un peu encore compliqué, et du coup des deux, ça peut être contre-productif. Voilà. Par contre, ça n'empêche pas de s'entraider, c'est-à-dire que vous pouvez très bien créer quelque chose en commun, voir quelques commandes en commun, enfin, il faut essayer de faire ça de manière intelligente. Voilà. La concurrence, c'est compliqué, bien évidemment, quand on est au magasin. Quand on a un bar, je trouve que c'est un peu moins, parce qu'il y a d'autres solutions. Maintenant, j'ai parlé un petit peu d'animation, et là, je vais développer un peu quelque chose auquel on m'a souvent demandé. C'est en fait tout ce qui est, par exemple, jeu de cartes à collectionner. Voilà, la fameuse question, plutôt, jeu de cartes à collectionner. Alors, jeu de cartes à collectionner, hein, c'est Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Force of Will, Dragon Ball. Je suis en train de me demander, voilà, on va dire que c'est un peu ce qu'on entend le plus parler. Bon, après, il y en a encore d'autres là, qui me reviennent en tête aussi. Après, il y a aussi les jeux de cartes à non collectionner, mais ça, c'est encore différent parce que ça rentre moins dans un système compétitif et c'est plus facile à organiser. Je pense à tout ce qui est Aurora Arkham, le Trône de Fer quand il existait à ce moment-là, Marvel Champion, etc. Donc ça, c'est encore différent. Là, le jeu de cartes à collectionner, ça fonctionne avec un microcosme, un fonctionnement particulier. Je prends Magic, Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Par exemple, qui sont vraiment qu'un jeu organisé très présent. Ça fonctionne de manière plus chronophage parce qu'en fait, vous allez avoir une activité où vous allez en fait devoir répondre à des critères. Ah oui, ça c'est important, des critères. Vous allez faire jouer des gens. Vous allez donc devoir suivre les directives, c'est-à-dire les avant-premières, je sais pas, un événement spécial, le duel de trucs-muches. Enfin voilà, il y a des choses quand même que vous allez devoir suivre. Et là, du coup, votre planning sera beaucoup moins libre et il faudra suivre les contraintes. C'est-à-dire que quand vous faites un événement, bien évidemment, c'est-à-dire que vous n'en faites pas un autre. Et bien évidemment, ce sont des événements qui sont un peu moins poussés, enfin, moins populaires, pardon. Du coup, plus adressés à certains types de joueurs. Donc, si vous êtes dans un café-jeu et que vous faites du jeu de cartes à collectionner, c'est-à-dire que vous prenez le risque de différencier des populations qui ne sont peut-être pas compatibles. Parce que si vous faites un tournoi de Magic à 30 personnes et que vous avez 30 places, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre qui rentre. Ou même si vous avez une salle qui est assez petite et vous faire côtoyer les joueurs, c'est plus difficile. J'ai vécu ça, c'est très difficile de faire côtoyer les populations. Généralement, une chasse toujours un petit peu l'autre. Ou l'une se sent un peu en minorité et se demande « Ouah, qu'est-ce que je fais ici ?» Si vous avez une salle à part dans votre café, je dirais pourquoi pas. Là, ça permet d'être un peu modulable. Et par contre, bien évidemment, il faut pouvoir gérer les deux, parce que les jeux de cartes à collectionner, ça demande beaucoup de temps, mais aussi il faut surveiller et il faut être à la page. C'est-à-dire que ça ne se joue pas en autopilote.
ça demande un investissement assez complexe. Il faut organiser des tournois, il faut suivre très précisément ce qui est demandé de faire, et surtout, ce sont des jeux qui sont des jeux en constant développement. C'est-à-dire qu'en gros, vous fonctionnez beaucoup en volume, donc si on fait du volume, il faut constamment essayer de vendre plus de produits. Donc bien évidemment, il faut vendre du produit, parce que si vous faites ça sans essayer de vendre de produits, bon, ça peut encore se gérer. C'est-à-dire que si c'est juste pour faire un petit tournoi de temps en temps, c'est pas très grave. Mais si on rentre réellement dans le programme, parce qu'en fait, si vous faites des petits tournois comme ça ne demande pas de rentrer dans un programme. Mais si vous voulez faire des vrais tournois, style avant-première et compagnie, là, ça demande de rentrer dans le programme. Et là, il n'y a pas de juste milieu. C'est tout de suite, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit vous faites des petits tournois comme ça de temps en temps, soit vous faites des vrais tournois. Et là, ça va être compliqué parce qu'il faut quelqu'un qui gère le planning, qui suive précisément ce qui est donné, qui fait des remontées, qui utilise les logiciels, qui utilise tout ce qu'il faut faire, qui vend des produits. S'ils n'ont pas de produits, ça ne sert à rien. Et là, ça veut dire, en gros, avoir l'espace ou du stock ponctuel. Ça peut être un partenaire avec une boutique qui fait ça. Mais voilà, ça va demander un investissement. Et ça rapporte de l'argent, mais attention, voilà. C'est-à-dire que quand vous faites des soirées, vous allez peut-être pouvoir vendre à manger ou des boissons, donc ça c'est très bien. Voilà, le truc c'est que des fois, par l'énergie que ça demande, on a l'impression quand même que ça rapporte un peu moins que simplement créer une soirée quiz et vous allez faire un repas jeu, et puis voilà quoi. Ça demande quand même une réflexion, sachant que voilà, ça dépend des configurations de votre lieu, parce que forcément, si vous faites ça, vous ne faites pas autre chose. Voilà, donc ça, c'est une réflexion assez complexe, qui est aussi une question d'affinité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas le jeu de cartes, mais il y en a d'autres qui adorent ça. Et donc ça, c'est un choix. Donc ça, c'est clairement un choix. Mais attention, c'est pas un simple choix, c'est un choix qui demande de l'investissement et qui est difficile, quand on met en place, c'est difficile de revenir en arrière, quoi. Donc ça, il faut faire un peu attention. Le jeu de cartes à collectionner est quelque chose de très chronophage. Voilà. Pour ceux qui sont magasins, par contre, c'est difficile de s'en passer. Sauf si vous avez décidé vraiment de rentrer sur un public plus familial, sur d'autres gammes, etc. Ça, je ne sais pas. Mais si on est sur le monde du jeu, c'est difficile de se passer des tournois, même un petit tournoi, parce que vous avez des produits en avance. Il ne faut pas l'oublier. Vous avez des choses qu'on peut avoir que si on fait du jeu de cartes à collectionner en mode tournoi, réel tournoi. C'est-à-dire que vous avez des produits qui seront disponibles que si vous faites ça. Donc on ne peut pas les trouver dans des supermarchés, on ne peut pas les trouver chez le bureau de tabac du coin. Et des joueurs vont vous demander, vous solliciter en disant « Est-ce que je peux avoir telle carte ?» Là, je prends un exemple des avant-premières Magic, où vous avez par exemple un pack spécial où vous avez 6 boosters dedans, où ils vont faire leur jeu avec, et le Wizard vous en donne 2 de plus. Donc c'est-à-dire que la personne qui achète son pack, il n'a pas 6 mais 8 boosters pour le prix de 6. Et en plus dedans, on lui donne un dé spécial pour compter ses points de vie, et une carte promo. Ça, si vous n'êtes pas magasin spécial, tournoi je veux dire, vous avez 6 boosters, voilà, avec rien dedans. Donc la personne, le joueur va chercher en disant j'aimerais bien avoir la carte spéciale et en plus j'ai mon boosté par l'éditeur. Voilà. Il y a des cartes promotionnelles qui sont données, que ce soit pour Pokémon, Yu-Gi ou Magic, si vous faites des tournois. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut avoir que si on fait des tournois. Dragon Ball, pareil, il y a des tas de promotions qui existent pour Dragon Ball. Donc vous voyez, c'est difficile parce qu'on a envie de faire plaisir aux joueurs, on a envie d'avoir des produits qui vont attirer du monde, mais ça va demander de l'énergie, et ça, c'est une question de choix. Voilà. Par contre, c'est un monde très vivant, c'est très sympa. Si vous installez une bonne ambiance et vous êtes carré, ça peut donner des très belles choses et des bons moments, et puis ça vous remplit quand même peut-être vos moments un peu plus creux, parce que parfois, on va avoir des moments creux, et là, ça nous assure finalement d'avoir une clientèle constante en présence de café, même des fois en journée, parce que c'est ça qui est bien, c'est que des fois en journée, vous allez peut-être avoir des journées dans la semaine qui sont un peu mortes, là, vous avez ça. Donc voilà, ça c'est plusieurs questions auxquelles on m'a posé, questions qu'on m'a posées. Après, il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai répondu dans d'autres vidéos, sur les licences, sur les diplômes qu'il fallait avoir, le type de zone de service qu'on peut faire, les fournisseurs de jeux, créer le lieu qui vous ressemble, parce que c'est important. Voilà, j'ai fait un peu le tour de pas mal de choses, donc il y a pas mal de choses qui suffisent de regarder la vidéo. Après, s'il y a des questions plus précises, il faut envoyer un message, aux commentaires, etc. Voilà.
Mais les questions souvent qu'on se pose, c'est les animations. Alors oui, je vais faire une petite parenthèse rapide sur les animations, donc tout ce qui est quiz, soirée spéciale Harry Potter, enfin ce que l'on veut. Donc ça pimente vos soirées, ça permet de faire drainer du monde, mais il faut le voir stratégiquement comme quelque chose qui sert à attirer et pas à gagner de l'argent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des soirées qui vont vous donner de l'argent dans le sens que vous allez avoir un flux de personnes fort, etc. Mais c'est pareil, énergie, préparation, tout ça, ça rentre dans le calcul. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement pour pouvoir attirer, refidéliser sa clientèle, puis surtout ça fait vivre le lieu, c'est quand même le but. C'est-à-dire que un bar où on vient juste boire son café, vous en avez dans la plupart des centres-villes, voilà, c'est juste un endroit où on va boire rapidement son café. L'animation, vous en font pas. Mais vous, votre but, c'est quand même que les gens passent un bon moment et qu'ils aient une bonne image. Donc vous allez refaire des actualités, des animations régulières. Et quand vous faites ça, ça vous prend du temps, mais c'est nécessaire. Par contre, il ne faut pas voir ça, moi je trouve, il ne faut pas le voir ça comme un gain d'argent. Il faut voir ça comme un coup de pub que vous faites régulièrement parce que ça fait des fois des focus. Par exemple, là, je suis très présent au niveau de la ville de Reims. Je fais des événements où, par exemple, je suis invité sur France Bleu pour discuter de ma nouvelle animation, je sais pas, spéciale Harry Potter. Je passe dans le journal. Voilà, il y a des choses comme ça. Sur France 3, à un moment donné, j'ai fait un reportage. Sur France 3, quand j'ai fait mon reportage, je parlais d'une nouvelle animation que je faisais. En même temps, on présentait quelque chose. C'était une soirée spéciale loup-garou qui avait servi de contexte. Voilà. Il y a, on va dire, une image positive qui se dégage de quelque chose qui est vivant et qui donne vraiment l'ambiance et l'ambition du passionné de partager en fait son désir de jeu de société, de contaminer le monde entier. Donc c'est important, mais il ne faut pas voir ça comme un gain d'argent, parce que c'est chronophage, et plus le temps passe, plus vous allez faire les tâches, les tâches ménagères, le service, etc., plus ça va vous prendre de temps. Pareil pour le magasin, hein, vous allez faire vos fournisseurs, etc. Sur le café, vous avez aussi travailler aux fournisseurs. Donc vous avez quand même pas mal de choses à gérer au quotidien, et puis plus il y a de monde, plus vous allez devoir restreindre ces moments d'administratif. Donc, du coup, vous dire qu'il faut en plus faire une soirée. Voilà, alors vous allez peut-être faire appel à d'autres gens qui bénévolement, etc. Mais attention, moi, le travail bénévole dans ma tête reste toujours quand même quelque chose qu'il faut rémunérer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une boisson, des repas offerts, etc. Même si ça pèse pas beaucoup, faut garder en esprit que les gens ne travaillent, faut pas les faire travailler gratuitement dans notre tête. C'est-à-dire qu'il faut comme le prendre en compte dans sa réflexion, en disant oui, je fais une animation grâce à mon copain qui m'a aidé, mais quand même, c'est pas faire de l'argent sur le dos des autres. C'est dire, bon voilà, c'est un moment de convivialité que l'on partage et qu'il y a des personnes qui viennent m'aider. Voilà. Alors attention, là je vais enchaîner d'ailleurs rapidement là-dessus. En entreprise, la question est très simple, il n'y en a pas, c'est pas possible, c'est interdit. Voilà. Il faut tout de suite vous fixer ça, c'est interdit, c'est impossible. Si vous avez choisi une forme associative, il rentre dans l'association en tant que bénévole, et là il vous aide. Donc là, c'est plus simple. C'est important de bien respecter ça parce que, surtout dans cette période un petit peu trouble du Covid-19, les contrôles vont augmenter pour voir s'il y a du travail qui a été fait au noir ou sur le dos de l'État pour ceux qui ont fait le chômage partiel. Donc les contrôles, ça arrive, et moi je me suis déjà fait contrôler plusieurs fois alors qu'il n'y avait pas le Covid-19. Simplement, ils demandaient aux gens, lui il vient d'aider, est-ce qu'il travaille? Et ça arrive souvent parce que quand vous êtes dans un restaurant, surtout café, là vous êtes la cible numéro 1 du contrôle, parce que c'est là où on fait le plus de travail au noir. Voilà. C'est très simple, même si c'est un copain qui vient aider et qui vous donnait juste de quoi manger, ça reste du travail au noir. Donc ça, c'est très compliqué, donc le bénévolat, c'est interdit. Par contre, vous avez le droit d'être aidé de la famille. Alors par contre, famille, c'est restrictif quand même, ça reste sa femme, conjoint, ses enfants, éventuellement ses parents, ça c'est faisable. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de venir aider gratuitement, c'est compris, c'est prévu dans la loi, ils peuvent vous donner un coup de main, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, bien évidemment, l'inspecteur du travail ou la personne qui contrôlera s'il trouve un copain qui vient aider, ça peut encore passer, mais moi, c'est arrivé, par exemple, un cas concret, où j'ai eu, en plus, ça, c'est un peu particulier, parce que c'était une de mes employées ponctuelles, qui venait que pour faire une animation par semaine. Là, elle était venue discuter un peu, et à un moment donné, elle a pris un plat, parce qu'elle mangeait sur place, elle a pris un plat elle-même, qu'elle s'est servie en salle. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est venu faire un contrôle, donc j'ai pas eu de chance. Donc, du coup, il a considéré qu'elle venait travailler, alors que, en fait, elle ne faisait que prendre son plat.
Donc ça s'est bien passé, mais j'ai quand même eu un presque avertissement. Voilà, un contrôle. Et ça n'a pas été évident de se dire que ça peut arriver n'importe quand, et du coup, comment le gérer, surtout que ça se gère sans que vous le sachiez, hein, ça peut venir d'un coup. Il y a des contrôles qui sont annoncés, mais il y a des contrôles qui peuvent se faire de manière spontanée. C'est-à-dire que c'est eux qui prennent au hasard, tac, ils disent ils vont vérifier là. Et ça, c'est légal aussi. Contrairement à ce qui est écrit, ça reste légal, parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'il faut être prévenu. Oui, il y a des contrôles, il faut être prévenu, il y a des contrôles qui se font de manière spontanée. Donc ça, c'est important, voilà, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, j'ai vu pas mal de choses, tout ce qui était concurrence, les statistiques, donc j'ai parlé un peu de bénévolat, les animations. Tout le reste, je pense que c'est pas mal abordé, il y aura d'autres questions, j'ai un peu regardé les différentes choses. Ce qui revient régulièrement, c'est ça. Alors, ce qui revient régulièrement aussi, c'est le financement. Donc ça, je peux refaire une parenthèse très rapide. Le financement, j'en ai parlé un petit peu avec l'histoire de « attention, il faut se méfier des aides ». Sinon, concrètement, je vais essayer de revenir sur qui peut vous aider. Je m'aperçois que j'en ai pas beaucoup parlé. Vous allez faire une démarche bancaire pour faire un emprunt, ou vous allez porter de l'argent personnel. Bah, quand vous faites ça, sachez qu'il existe des constellations de choses, comme par exemple des associations en fait, qui vont vous dire, voilà, je vais vous aider à créer un plan de financement, ou même, je vais vous participer financièrement à un taux zéro, par exemple, avec un prêt, en complément du prêt bancaire. Par exemple, vous demandez, je sais pas, 30 000, 60 000 euros, vous allez avoir une partie du prêt bancaire qui sera peut-être couvert ou en partie réalisé par différents organismes. Donc ça, c'est pareil, il faut se renseigner énormément. Pôle emploi propose aussi une sorte d'aide où en gros, je sais pas, vous êtes au chômage. Il dit, voilà, vous prenez la moitié de votre chômage maintenant, et ça vous sert d'appoint ou d'apport, pardon, pour une banque, en disant, voilà, je suis au chômage pendant 2 ans, je prends la moitié de mon chômage, je viens avec une somme minimum, tac, et du coup, c'est considéré comme un apport financier. Vous pouvez voir donc un organisme qui va vous faire un prêt à taux zéro, en disant, moi, je sais pas, je peux compléter 4-5 000 euros, 8 000 euros, et en complément d'un prêt bancaire. Donc, il y a un dossier, une commission. Par contre, tout ça, ce sont des démarches assez longues, donc il faut vraiment prévoir du temps, et il ne faut pas compter dessus immédiatement. Parfois, c'est avec du temps. Parfois, il y a même des subventions qui arrivent quand vous êtes déjà ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prouver que vous avez déjà votre local commercial, etc., votre entreprise. Et parfois, c'est un peu paradoxal, parce que vous cherchez un financement pour ouvrir, et en fait, on vous demande l'établissement que vous avez ouvert pour pouvoir avoir ce financement. Donc, il y aura petites aberrations comme ça administratives. Donc, c'est pour ça aussi que le piège un petit peu de dire oui à quelqu'un qui vous promet un truc clé en main, c'est dangereux, voilà. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, il faut prendre ça si les conditions sont bonnes. Alors bien évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, comme j'avais dit tout à l'heure, il faut vraiment que ça soit vérifié et réfléchi sur le long terme, c'est très important. Voilà. Donc voilà, je ne connais pas je ne peux pas vous donner des noms d'organismes parce qu'en fait ça dépend de votre région. Voilà. Sachez qu'il n'y a plus grand chose en termes d'État, mais il y a des choses encore en termes de région. Les régions sont un peu autonomes sur les budgets, donc ils vont donner des choses. Alors, sur certaines villes, vous allez peut-être avoir la possibilité d'avoir un local commercial avec des loyers ajustés, etc. Parce qu'il y a certaines villes qui ont besoin de relancer un peu leur économie, et du coup, le maire va s'engager et va tout faire pour aider les entreprises. Dans les villes un peu de grosse importance, malheureusement, ça existe très peu. Voilà. Sauf si c'est un quartier qu'ils veulent développer, mais c'est un peu plus rare quand même. C'est très rare. Donc vous allez plutôt avoir affaire à des agences, etc. Donc là, c'est autre chose. Mais il y a des subventions autres que simplement de l'argent. Des fois, ça va être une aide au loyer, ça va être une petite réduction de ci, une aide de ça. Il faut prendre aussi des petites choses qui soient au-delà du financier, mais qui aident à la pérennité de l'entreprise. Donc voilà. Donc ça, c'est une partie qui revient régulièrement. Et après, un truc très simple, c'est que si vous avez besoin de conseils, vous allez voir la chambre de commerce ou un comptable, et vous voyez avec eux
où il y a même des associations d'ailleurs qui permettent de faire ça. Donc pour la partie voilà, financement, je revenais rapidement dessus, mais c'est une question auquel vous vous posez régulièrement. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour pour cette première vidéo. Il y a plein de questions auxquelles je ne peux pas rentrer tout de suite en détail dedans, mais je trouvais que c'était intéressant de répondre un peu comme ça à 2-3 choses. Et puis surtout, ce qui est marrant, c'est que plus le temps passe, plus je peux vous donner un retour sur mes propres activités et sur mon propre regard, qui j'espère vous aidera à vous éclairer, même si c'est jamais évident, tant qu'on ne vit pas les choses. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu, et bien sûr vous pouvez partager, liker et voir les autres vidéos. Parfois ça vaut le coup de les revoir. Si vous êtes déjà plus avancé dans le projet, vous avez peut-être des choses que vous allez pouvoir revoir ou repenser ou recontextualiser de manière différente. Donc je vous dis à bientôt et que la passion ludique soit avec vous.